S'il y a des gens qui veulent voir un peu notre travail, comment ils peuvent s'y prendre, parce que là, il y a différentes options sur la table. Mm-hmm. Dans le fond, le DVD est sorti et on peut le voir, on peut le posséder physiquement. C'est pour tous les collectionneurs qui veulent. Je veux dire, c'est super. Vous pouvez le trouver à la boutique. Il aurait pu dire acheter, mais il a dit posséder physiquement. Non. C'est le plaisir physique d'avoir la copie. On va pas se le cacher. Moi, je crois que les films prennent toujours inspiration de la réalité, et pas le contraire. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on parle des choses, que ce soit bonnes ou mauvaises, ça m'est égal. C'est pas de pogner sur le marché, l'art, c'est d'exprimer ce que tu as d'intrigue. What other art form do you create on a schedule? Je dois dire que je trouve que choquer est une qualité. I think it's interesting for an audience to get lost in a different world. You need to know how ideas and emotions are expressed through a visual form. Salut tout le monde, bienvenue au Panoramique Podcast. Salut mon cher Félix. Salut mon cher Amir. Comment tu vas cette semaine? Comme d'habitude, moi, heureux et toujours excité de parler de cinéma. On le sent dans ta voix, c'est cool. J'essaye quand même, hein, je veux dire. Il faut que le monde ait minimalement du plaisir à nous écouter. Évidemment. Donc, cette semaine, bel épisode. En fait, on a reçu Mathieu R. Grenier, qui est un de nos bons amis, en fait, avec qui on a fait le documentaire L'Inquiétante Absence. Mm-hmm. Donc, notre premier, long métrage, plus gros projet qu'on a fait. Et puis, Mathieu, qui a parti sa boîte de production là, dans les dernières années, Émergeur Productions. Et puis qui se spécialise dans le cinéma de genre québécois. Et non, c'est cool. On a parlé de vraiment une couple de trucs. Oui, c'est notre tendance un peu au népotisme auquel je reviens tout le temps, qui se confirme d'émission en émission. C'est-à-dire que là, on avait reçu notre bon chum LP. Là, il fallait recevoir Mathieu aussi, parce que sinon, il y aurait sans doute eu des chicanes, puis un tel aurait pu parler à un tel. Donc là, c'est beaucoup de gestion d'ego, un podcast. Voilà, fait qu'on essaie de plaire à tout le monde. Mais bon, c'est le fun parce que c'est des discussions différentes à chaque fois. Fait que c'est le plaisir que nous, on a à les recevoir ici. En passant, c'est une blague, hein? C'est pas du tout la gestion d'ego. On voulait recevoir Matt, point. Là. Ben oui. Donc, voilà. Et puis, comme à l'habitude, on va avoir des belles rubriques cette semaine. Donc, moi, je vais avoir mon plan de la semaine. Et j'ai choisi le film de 1991 qui s'appelle Night on Earth de Jim Jarmusch. Film que j'aime vraiment beaucoup. Je vous explique tantôt pourquoi. Donc, cette semaine, toi, qu'est-ce qui se passe avec toi? Moi, je vais parler de la saga The Howling. Donc, pour les amateurs de films de loup-garou, restez à l'écoute. Vous allez être contents. Très cool. Un beau petit Joe Dante. Donc, voilà. Et puis, comme à l'habitude, cette semaine, on remercie la fameuse Cinémathèque québécoise de nous ouvrir les portes donc pour venir filmer notre podcast. Ils nous prêtent le café-bar pour qu'on puisse se placer notre équipement et puis enregistrer les podcasts. Donc, c'est un énorme merci à eux. Comme je dis toujours, venez les voir, venez leur rendre visite. Ils sont là pour vous, c'est vraiment cool. Il y a toutes sortes de projections, il y a toutes sortes de rétrospectives de films, des bons films, des classiques. C'est vraiment cool. C'est des belles ressources à la Cinémathèque pour les étudiants aussi. Alors voilà. Encore merci à eux. Et puis, aussi, on va remercier les sessions de salon. C'est les gars, en fait, qui nous prêtent, qui nous louent les équipements de caméra. Et puis, eux, c'est cool. En fait, les sessions de salon, ce qu'ils font, c'est que c'est pour les groupes musicaux de la région. En fait, ce qu'ils font, c'est que chez eux, ils ont un gros setup dans leur appartement. Et puis, ils font des captations live, comme un vidéoclip en une shot. Fait que c'est une shot, un plan. Fait que c'est vraiment cool. Ils font votre captation puis ils vous font un package, un beau montage et tout. Donc, un beau petit concept pour les groupes émergents de musique. Donc, merci aux gars qui nous prêtent et louent en fait les caméras. Merci à eux. Et puis, comme à l'habitude, on a un technicien aujourd'hui avec nous qui fait en sorte de nous filmer. Donc, merci beaucoup à Richard Asmar qui est là. Merci Richard. Merci de nous avoir dépanné comme ça à la dernière minute. C'est très, très, très apprécié. Oui, donc voilà. Donc, on vous souhaite un bon podcast. Donc, Matt,
Merci beaucoup d'être avec nous. Merci d'accepter l'invitation. Écoute, on va commencer. On va commencer par le commencement déjà, te présenter un petit peu, parce que nous, évidemment, on sait t'es qui, parce que t'es un de nos chums depuis des années, mais juste au bénéfice de tout le monde qui regarde. Donc, toi, on t'a connu en cinéma à l'UDM, t'as fait ton bac là, t'as fait ta maîtrise par la suite, et une fois que t'as eu fini ta maîtrise, t'as ambitionné de te lancer en production, puis t'as fondé ta propre boîte de production, Émergent. On va sans doute avoir l'occasion d'en reparler. Si je peux commencer, en fait, par la question qu'on pose à pratiquement à tous nos invités, en fait, notre question rituelle, comme on l'appelle. Qu'est-ce qui a déclenché ta passion pour le cinéma à l'origine? D'où c'est venu? Bonne question. Premièrement, merci messieurs. Vraiment, ça me fait plaisir d'être là avec vous, de venir à votre podcast et de jaser de cinéma encore une fois. Donc, pour répondre à votre question, c'est une très bonne question. Dans mon cas, ça revient à l'enfance. Donc, quand j'étais jeune, j'ai vu des films au cinéma très tôt, grâce à mes parents. Je me rappelle du Roi Lion, je me rappelle de Star Wars qui était revenu au cinéma dans les années début 90. Donc, on parle de... J'avais peut-être 3-4 ans. Et c'est les premiers films que je me rappelle, mais le premier film en VHS que je crois avoir reçu, c'est Jurassic Park. Et ça, mon père est arrivé, dans le fond, avec la cassette. Et je vais toujours me rappeler quand il me l'a montré. Je devais avoir, si en 93, le film est sorti en VHS, je devrais avoir 3-4 ans, quelque chose comme ça. Donc, j'étais vraiment jeune, mais je m'en rappelle et ça m'avait marqué. Et par la suite, ce fut des cassettes VHS enregistrées. Écoute, la grande époque où on achetait des VHS vierges et qu'on regardait dans le TV Hebdo quel film qui passait pour taper les films qui nous intéressaient. Là. C'est que mon père avait plein de cassettes VHS enregistrées de films d'action, de Schwarzenegger et Stallone. Et c'est sûr qu'il y en avait qui étaient marqués 18 ans et plus, donc mais c'était rien, là. C'est juste qu'à l'époque, c'était assez fou comment c'était perçu violent. Et j'ai toujours... on en écoutait comme des films comme Terminator 2, des grands classiques comme, dans le fond, L'Arme fatale aussi, et Predator. Et c'est vraiment, je dirais, Predator qui me fait rentrer comme mon film de toujours, mon grand film préféré. Et tous ces films-là m'ont marqué et depuis ma tendre enfance. Donc, c'est émotionnel. Donc, j'ai voulu par la suite toujours rechercher ce plaisir-là spectatoriel. Et ça m'a amené à choisir une carrière en lien avec ma passion. Mais moi, je veux parler du déclic qui t'a amené à dire à un moment donné, je veux devenir producteur. Parce que je me rappelle, toi puis moi, on a fait le bac ensemble, on a fait la maîtrise ensemble. Puis tout le long, tu as toujours été la personne qui disait, moi, je m'intéresse à la théorie du cinéma. Toi, c'était ça qui te drivait au départ. C'était vraiment comme, toi, tu aurais plus pensé au départ à l'enseignement ou à la recherche. C'est plus ça qui te drivait au début. Puis à un moment donné, il s'est passé un moment où tu es arrivé et tu as dit, j'ai le goût de devenir producteur. Et puis moi, je suis comme, hein? Quoi? T'as jamais dit ça avant. Ouais. Mais maintenant qu'on est filmé, d'où vient ce déclic? Je voudrais pas dire par défaut, parce que je crois que peut-être qu'il y avait quelque chose que je croyais pas que ça existait ou que je pouvais, ou que à travers les études, au niveau pratique, on entendait beaucoup de négatifs, pendant nos études du côté de l'industrie. C'est sûr qu'ils essayaient toujours de nous décourager un peu, de nous dire comme hey, c'est difficile de faire des films. C'est comme c'est une jungle et tout. Mais moi, à la base, pourquoi j'ai pas pris de cours de production à l'université? J'étais là pour apprendre. Je tripais sur la théorie du cinéma, sur étudier le cinéma. J'étais à l'école pour ça. Donc, je voulais aller jusqu'au doctorat. Finalement, en maîtrise, je me suis rendu compte que... comment je pourrais dire? J'ai trouvé ça un peu difficile et je trouvais que ça devenait abstrait et qu'il me manquait le côté professionnel, le côté de se professionnaliser. J'arrivais à 25 ans, donc à un moment donné, tu veux voir d'autres choses. Puis je voyais que, bon, continuer au doctorat, pas pour maintenant. Je veux en faire un, c'est toujours dans mes plans, mais c'est pas... J'étais un peu... J'avais le goût de voir d'autres choses.
Et pendant ma maîtrise, j'ai été faire une autre maîtrise en cinéma, en pédagogie à l'UQAM. Donc, quand je finissais de rédiger, c'était un programme court en pédagogie de l'enseignement supérieur. Donc, je voulais aller enseigner. J'ai toujours voulu aller enseigner. C'est pas quelque chose qui a été de côté, qui a été mis de côté la pédagogie à 100%. Ça va revenir quand l'occasion va bien se présenter. Mais je me suis dit, quand j'ai terminé toutes mes études et que j'ai fait mon stage en éducation au cégep, j'ai vu qu'il y avait un côté où est-ce qu'il y avait beaucoup d'énergie à donner pour trouver un poste dans des cégeps. C'était très contingenté, avec 4 professeurs dans le département de cinéma à peu près en moyenne. Donc tu te dis, bon, notre génération, on va travailler fort pour y arriver à avoir un poste. Donc, alors je me suis dit, à ce moment-là, tant qu'à travailler très fort, mais mettre mon énergie pour pour avoir une charge d'enseignement, je vais aller prendre de l'expérience sur le terrain dans l'industrie. Ça a été ma décision pour sauter dans l'industrie. Maintenant, en tant que producteur, c'est le poste qui me permettait de toucher à tout. Donc, j'ai commencé avec mon court-métrage « L'éveil » qui n'a pas abouti en tant que réalisateur. Et j'ai pas aimé le côté d'être comme émotionnellement investi dans un projet à 100% et de ne pas pouvoir faire plusieurs projets en même temps. Donc, le côté entrepreneur en moi est vraiment présent. Et je crois que dans notre industrie, le producteur est l'entrepreneur. Donc, il y a un côté créatif, il y a un côté administratif, il y a un côté financier. Donc, pour moi, c'était vraiment de l'idée à l'écran de toucher à toutes les étapes. Parce qu'un bon producteur, on s'entend, il doit avoir une sensibilité artistique quand même. Ça ne peut pas juste être un gestionnaire. Mm-hmm. Ouais. Et encore là, je ne me limite pas à dire que je ne serai jamais réalisateur ou je ne serai jamais un professeur. Pour l'instant, dans ma carrière, moi, ce que je veux, c'est rentrer dans l'industrie et apprendre. Et je crois qu'en tant que producteur, tu as vraiment l'opportunité de toucher à tout. Et aussi, il y a ce côté-là d'entrepreneur, comme j'explique, qui est très intéressant au niveau des relations publiques, des relations humaines, des relations en dehors de l'industrie. Donc, de voir les choses autrement, puis d'aller, par exemple, aller chercher du financement, c'est pas quelque chose que tu apprends en école, c'est quelque chose que tu apprends sur le terrain et que tu développes et qu'il n'y a pas de marche à suivre, puis tu peux faire un peu... tu peux aller voir n'importe qui est intéressé. Tu peux développer n'importe quel partenariat. On l'a vu avec le documentaire. Je veux dire, tu peux toujours être surpris de quelqu'un qui accepte de participer au film et à quel prix. Tu sais, c'est toujours surprenant de voir qu'est-ce que les gens sont prêts à développer. Parce que là, tu as parlé du documentaire, là, juste pour au cas où ce ne serait pas tout le monde qui serait au courant. Nous avons fait un film, les 3 ensemble. Mm-hmm. On a fait un documentaire qui s'appelle « L'inquiétante absence », que moi et Amir, on a co-réalisé et que Mathieu a produit. Ouais. Donc, ça nous met dans une drôle de situation en ce moment parce qu'on a fait beaucoup d'entrevues, les 3, à d'autres mondes. Puis là, on a l'impression de s'interviewer entre nous autres. C'est un peu étrange comme sentiment. Là. Mais c'est cool parce que pour faire suite à ça, tu sais, on a travaillé quand même quelques années ensemble en faisant le documentaire. Puis, tu sais, tu es quelqu'un de très organisé. Tu sais, justement, tu as fait tes maîtrises, tu as fait beaucoup d'études. Puis, ça, on dirait que tu penses-tu que ça t'a aidé justement dans ton côté très organisé? Tu sais, puis je pense que c'est quand même une qualité qui s'apprend pour un producteur parce que si tu n'es pas organisé, ça va aller mal, c'est sûr. Tu sais. C'est le poste que tu as besoin d'être organisé. Et ça fait la différence. Je le vois en ce moment en tant que coordonnateur de production dans l'industrie. C'est ce qui fait la différence. Tu arrives avec une procédure, une façon de structurer la gestion des contrats, des communications, de tout ce qui est super important pour une production. Si t'es pas organisé, tout s'écroule. Ouais. Donc, oui, bien sûr, la rigueur de recherche dont on a fait preuve pour le documentaire, on l'a développé, veut pas, à l'université. Et ça, c'est quelque chose qui est super important. Et que je crois aussi que rédiger une maîtrise, ça demande de la gestion de projet. C'est un projet en soi, tu dois avoir un échéancier, tu dois être préparé bien comme il faut. Tu as une période de recherche, tu as une période de rédaction, tu as une période de correction. L'autodiscipline aussi. Ouais, l'autodiscipline est extrêmement importante. Par contre, il ne faut pas oublier une chose. Il faut quand même nuancer ici. Pourquoi je dis ça? Parce que si là, vous il y a rappelez... son sourire qui va sortir quelque chose. Là. T'es comme moi, on est toujours inquiet quand il y a ce sourire-là chez Amir. On dit c'est intelligent. Le napalm s'en vient. Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est intelligent, je vous le dis, je vous le promets. Vas-y. Bon, c'est que, si vous vous rappelez, quand on a voulu aller chercher du financement, on avait beaucoup plus...
sais, au lieu d'une demande auprès de ceux qui nous financent, au lieu d'avoir une demande vraiment démarche artistique, démarche, disons, professionnelle, on avait beaucoup plus une maîtrise, justement. Ouais, Puis Ouais, c'est vraiment... puis ça, c'est quelque chose que je veux dire aux gens. Les études, c'est super important parce que vous allez apprendre beaucoup, vous allez avoir à vous structurer, à vous organiser, comme tu disais. Mais il faut faire attention parce que la réalité du terrain, la réalité de faire un film, même si tu es ultra organisé ou ultra pointu dans comment tu analyses tes choses, ça ne veut pas dire que c'est la bonne méthode parce que quand tu fais un film, c'est faire un film. C'est pas de faire une maîtrise. C'est juste, donc, non, mais c'est juste que ça nous rappelle qu'au final, c'est en le faisant qu'on l'apprend parce que et voilà, on a, oui, sans doute que on avait une certaine rigueur, mais on avait quand même des croûtes à manger quand même. Ça, on s'en est rendu compte. On a relu, d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, en allant chez Mathieu, nos anciens documents de prod, vous allez dire, OK, vous avez peut-être pas grand-chose à faire de vos vies pour faire ça, mais on l'a fait à côté de la piscine de Mathieu pour vous parler de l'ascension sociale quand même. Là. Mais... Et puis, on a ri, là. On a vraiment ri. Mais c'était exactement ce qu'on avait prévu. Mais on parle de rigueur, justement. Ce qu'on a écrit, là, on l'a suivi à la lettre. Dans le fond, on a atteint nos objectifs dès le départ. Et ça, oui, on a eu la chance, là, genre, veut pas, les astres se sont alignés pour le projet. On en reparlera plus tard dans le podcast. Mais c'est sûr que d'être comme la crédibilité qu'on a eue, je crois que c'est parce que ça vient de notre bonne organisation, notre rigueur, notre savoir-faire de base, nos compétences qu'on a développées en étudiant en cinéma. Nous sommes des passionnés, donc je pense pas qu'on aurait fait ça tout croche. C'était pas nous, puis ça ne l'est toujours pas. Maintenant, ce que je parlais tantôt, c'est un transfert de compétences. Et ça, si je vous changez de milieu ou je change de job, c'est toujours ça qui est recherché. C'est comment tu es capable de prouver que tu peux transférer tes compétences dans un autre domaine ou une autre fonction. Et c'est toujours ça que j'ai dit. C'est pas le contenu de la thèse ou de l'expérience. C'est pas on pourrait en parler sur le sujet, mais j'ai pas eu l'occasion vraiment de l'appliquer. Mais c'est vraiment plus au niveau professionnel. OK, ben j'ai vu qu'au niveau organisationnel, j'avais des compétences, puis j'ai décidé d'aller me professionnaliser, d'aller travailler avec ce qui est pour moi naturel, c'est-à-dire le côté organisation. Alors, je gravite au niveau de l'industrie. On m'a déjà donné un conseil à ce niveau-là, c'est choisis ce pourquoi tu es bon en cinéma, puis dans l'industrie du cinéma, puis fonce, fais-toi connaître avec cette compétence-là. Par la suite, tu vas pouvoir scénariser, réaliser, produire. Tu peux changer de poste, ça se voit, même jouer devant la caméra. C'est juste que tu dois trouver tes forces. Et moi, j'ai trouvé celle en tant que producteur. Asseoir sa crédibilité comme ça. Là. Exactement. Ouais. Puis, dis-moi, toi qui est justement un jeune producteur, tu sais, déjà, je trouve, on en connaît quand même un peu dans le domaine, mais on en connaît moins que, tu sais, par exemple, des scénaristes, des directeurs photo, des réalisateurs. Ça, il en pleut. Mais toi, en tant que jeune producteur, bon, tu sais, Émergeur Productions se spécifie beaucoup dans le genre, le cinéma de genre. Mais c'est quoi l'avenir pour toi des jeunes producteurs? Je parle pas juste d'Émergeur, mais vraiment, tu sais, comment les jeunes doivent produire aujourd'hui? C'est quoi l'approche? Est-ce qu'il y a une nouvelle tendance? Parce que moi, je suis producteur, je connais pas les rouages exacts. C'est une très bonne question. J'ai pas vraiment une réponse. C'est juste que je pense que ce qui est intéressant quand tu regardes la définition d'un producteur ou d'une productrice, c'est que tu peux venir de plusieurs milieux. Que ce soit le milieu, un avocat peut le devenir, un banquier peut le devenir, quelqu'un qui a étudié cinéma peut le devenir, je veux dire, quelqu'un qui a travaillé, un réalisateur peut le devenir, un acteur peut le devenir. Fait qu'il y a ce côté-là où est-ce que tu as plusieurs facettes parce que il y a tellement de dimensions au métier que d'une certaine façon, ça dépend de qui t'es. C'est ça aussi que je trouve qui est important dans le sens qu'une boîte de production, c'est comme un parti politique. C'est une ligne de parti que tu le veuilles ou non. Et tu choisis quel type de film tu veux faire. Et vu que tu as un pouvoir politique, puis un pouvoir symbolique et un pouvoir financier, plus tu vas faire des films, plus tu vas avoir une crédibilité, plus tu vas être reconnu, tu as un choix au final de genre faire en sorte que tel film va apparaître sur les écrans, mais pas tel film. Donc, bien qu'on ait une industrie subventionnée par l'État, il y a quand même... les producteurs sont ceux, au final, qui poussent les projets jusqu'au bout. Donc, c'est sûr que, d'une certaine façon, tu vas faire ce qui te tente.
Tu vas appuyer les artistes qui vont qui ont les mêmes valeurs, qui ont la même philosophie un peu. Donc, puis ça, je parle au-delà de l'argent, au-delà de la rentabilité, au-delà du commercial. C'est juste que toi, tu pousses puis tu veux faire ce que tu veux. Donc, un jeune qui commence, ben s'il veut faire de l'horreur, il va faire de l'horreur. Puis s'il veut faire du drame, il va en faire. S'il va faire ce qui vient de lui. Donc, fait que c'est de comprendre, d'avoir une ouais. vision en tant que producteur, d'avoir un sens à ta boîte de production pour partir après. Exact. Le meilleur exemple, je pense, qui me vient en tête, c'est Roch Demers. Roch Demers, c'est vers 50 ans qu'il est parti la boîte de production La Fête et que justement... oui, Ouais. mais on peut dire, ouais, parce qu'avant, c'était plus un distributeur. Ouais. Exactement, puis dans le fond, son inspiration, c'était pour les jeunes, puis c'était pour exprimer des histoires, pas des morales, mais des oui, parce que tu parles d'une ligne éditoriale. Lui, il en avait une, là, puis elle était très claire, très affirmée, puis comme tu dis, ça a été un succès immense. Étant donné qu'on a fait une entrevue justement avec Roch Demers pendant le projet, ce serait peut-être le bon moment pour lui rendre un petit hommage, hein, parce qu'il est décédé il y a de ça quelques semaines. Donc, ça vaudrait la peine d'en parler un peu de M. Demers. Ben, si je peux continuer là-dedans, je veux dire, je trouve que Roch Demers, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup admiré parce que c'est un des seuls producteurs hollywoodiens, dans le sens, comme nous, on peut le voir, qu'on peut le connaître. C'est Roger Quentin qui le dit dans le documentaire, mais c'est que moi, je m'inspire beaucoup de Roch Demers, sans nécessairement bien connaître tout ce qu'il a fait, mais c'est qu'il n'y a pas beaucoup de boîtes au Québec qui ont une ligne de parti, là, qui vont pas faire ce qu'ils genre, ils vont rester dans un créneau. Je veux dire... C'est que Roch Demers s'est pas laissé mettre dans le carcan des institutions financées par l'État. Il a assez vite compris qu'il y avait d'autres voies, puis l'autre voie, en fait, c'est l'international. Donc, c'est quelqu'un qui a toujours tissé des partenariats avec des boîtes en Inde, en Argentine, en Europe. Et puis, grâce à ça, il a pu faire une foule de projets qui sont sortis, qui ont pris l'affiche sur les 5 continents. Et puis, ça, je pense que c'est justement ça qu'il faut... C'est pour... Dans la mesure... Parce que tu dis... pardon de bafouiller un peu, mais parce qu'il y a plusieurs idées qui se bousculent dans ma tête en même temps, mais tu dis c'est un producteur hollywoodienne. Oui et non. Oui pour les moyens, mais non pour la façon d'y parvenir. Ben, c'est pas tant hollywoodien, là. Je veux dire, c'est plus une question qu'aux États-Unis, comme tu prends Blumhouse, ils vont faire de l'horreur puis ils ont une ligne de parti. Ce que je veux dire par là, c'est que tu as des boîtes qui font tel type de genre. Au Québec, ça se retrouve pas tant. Si on peut prendre Nicole Robert, je pense que tu peux extrapoler. Elle aime explorer les tréfonds, les fonds de l'âme humaine, puis il y a tout le temps ça dans ses films. Fait que oui, il y en a une. Un peu hybride entre le drame et justement le genre, mais elle est quand même là. Nicole Robert va plus dans le cinéma commercial aussi. Puis c'est pas... je dis ça de façon non péjorative, hein, dans le sens où c'est plus des films qui vont attirer davantage de gens plus que des films très intimistes. Là, c'est commercial est à prendre ici dans le sens non péjoratif. On va dire populaire, là. Mais fait que pour moi, je trouve que pour répondre à la question d'Amir, c'est que le producteur est aussi un jeune artiste entrepreneur. Je crois que c'est pas juste un banquier. Là. Il y a beaucoup de fausses conceptions des producteurs. Puis je trouve que, je veux dire, il y a des stéréotypes reliés à veux pas, c'est lui qui a la décision finale sur un projet la plupart du temps. Mais moi, je trouve que c'est tellement plus que ça. Je veux dire, c'est tellement... c'est un artiste en soi. Puis je trouve que par la suite, quand le documentaire est sorti, vous aviez eu beaucoup de coverage au Québec, là, les réalisateurs, puis les metteurs en scène au Québec. La reconnaissance est du metteur en scène, du scénariste, du créateur. Là, je regardais ça, puis j'étais comme... On dirait que les gens ne perçoivent pas le joueur de l'ombre que peut être le producteur. Ouais, ben c'est parce que... Je pense que c'est parce qu'au Québec, on a plus la mentalité française. La mentalité française, c'est la politique des auteurs telle que définie par la Nouvelle Vague, tout ça, où le réalisateur est le maître absolu de son projet. Tandis que, comme tu dis, c'est pas toujours cette formule-là. Des fois, si on prend la méthode plus américaine, c'est le producteur, comme tu dis, qui a la décision finale. Donc, ça dépend toujours. C'est lui qui récupère le score du meilleur film. T'sais. Oui, parce que justement pour les raisons qu'on vient de dire. Ouais. Donc, c'est ça. Je trouve que la nouvelle génération, il y a une reconfiguration, je dirais, de l'image du producteur je crois qui arrive, là, parce que tu n'as plus les moyens comme avant. Là. À moins que tu sois à 50 ans
au sein d'une grande entreprise que tu diriges, hein, je veux dire, c'est d'autres choses, là, mais quand tu commences, tu n'as pas le choix d'apprendre sur le terrain, tu n'as pas le choix d'être arm, puis tu peux pas commencer à être le big shot, ça n'a pas de sens. Ouais. Mais il y a quand même une image que tu endosses. Puis moi, j'aimerais ça savoir, je me rappelle à un moment donné, quand on était ensemble, je pense qu'on travaillait sur le docu, puis tu nous avais dit, Crème, tu sais, on n'a pas de figure héroïque, parce que ça a été le sujet de ta maîtrise, exact. si je me rappelle bien. C'était quoi exactement? C'est la représentation du corps de l'acteur à travers la construction héroïque à l'écran. Okay. Principalement comme objet d'étude, le cinéma d'action des années 80 américain, avec Arnold Schwarzenegger et Sylvester Stallone, qui sont arrivés dans cette période puis qui ont révolutionné un peu le film d'action. OK. Ben c'est ça. Puis, tu sais, on s'entend, le commun des mortels, dès qu'on dit film d'action, tout de suite, c'est à 100% sûr qu'il y a Sylvester Stallone qui pop, il y a Van Damme qui pop, il y a Schwarzenegger qui pop. Chuck Norris, tout ça, bon. Steven Seagal, exact. Puis, mais... Toi, je me rappelle, tu disais, ça serait cool de faire des films d'action ici, tu sais, vraiment québécois. Puis on en a, là, je veux dire, il y en a des films d'action. Il n'y en a pas eu beaucoup, mais il y en a quelques-uns. Oui, mais il n'y en a pas, il n'y en a pas une tonne. On ne va pas s'épancher longtemps sur Nitro, quand même. Copier sur une formule américaine. Oui, c'est ça. Mais par contre, tu sais, tu disais, ça serait cool qu'il y ait une figure héroïque, tu sais. Nous, les figures héroïques qu'on a souvent dans les films, c'est par exemple Louis Cyr. C'est les lutteurs, c'est les boxeurs, parce qu'à l'époque, c'est ça, le sport. On a une tradition énorme. Exact. Mais est-ce que tu penses que ça serait concevable de faire... Est-ce que tu penses... En tout cas, je ne sais pas, je te pose la question. Penses-tu que ça serait concevable de créer un genre de figure héroïque, mais québécoise, là, mais dans le film d'action, là? Ouais. Moi, je crois que c'est un développement de l'auditoria à venir, là, dans le sens que ça touche vraiment notre syndrome du colonisé, là, qu'on a de la difficulté à se voir, premièrement, dans un univers imaginé. Puis, comme disait Mario Boivin dans le film, pour avoir du cinéma de genre, on doit assumer notre héroïsme. Donc, pour s'imaginer dans une situation de crise, qui est le film d'action ou le film d'horreur, par exemple, ton héros doit pouvoir prendre action. Alors, si toi, tu n'es pas capable d'imaginer un Québécois, une Québécoise qui est en train de combattre une menace puis qui peut réussir, déjà là, il y a un blocage. Alors ça, il faut que ça change. Et maintenant, c'est quoi l'ennemi? C'est sûr que on n'est pas aux États-Unis avec des armes à feu, avec une logique guerrière comme les Américains ont. Même au Canada, veut pas, c'est toujours une question d'exploration, on est plus pacifique. Fait que c'est sûr que la gestion, la réponse au conflit n'est pas la même. Fait que c'est comment tu peux prendre les codes de l'action et les amener dans une culture qui ne prône pas la violence de la même façon que vont le faire les Américains. Donc, oui, une façon, mais je crois qu'il faut vraiment bien cerner, dans le fond, qui est l'ennemi, c'est quoi la tension, c'est quoi la crise en soi, et comment tu construis ton héros. Tu sais, veux pas... Si on prend Schwarzenegger et Stallone, pendant la guerre froide, les Américains contre les Russes, c'est sûr qu'ils vont prendre n'importe quelle figure et utiliser le cinéma pour la magnifier et bâtir ce héros hyper puissant qui va leur permettre au niveau national de s'identifier. C'est ce qui m'a vraiment surpris parce que tu fais comme « wow ». OK, eux, c'est à un extrême qui n'a pas de... pas qu'il n'y a pas de réflexion, c'est hyper analysé, mais ce que je veux dire, c'est que... Très propagandiste. Au-delà de la propagande, ce que je veux dire, c'est que les producteurs, ils savent que ça va marcher, puis que c'était le golden age du film d'action. Aujourd'hui, on le voit avec le super-héros. Puis avant, c'était le western, juste avant le film d'action. Il y a toujours un grand genre à Hollywood qui fonctionne avec des héros. C'est très culturel. Moi, j'irais plus... Je privilégierais plus la question justement de la vision qu'on a de nous-mêmes plus que la question de la violence sociale. Parce que si tu regardes des sociétés comme le Japon, comme la Corée du Sud ou comme Hong Kong, ils en font en tabarnouche des films d'action. Puis des films d'action où ça brasse, puis où ça revole de partout, puis où dans certains cas, ça va jusqu'à l'hyperviolence. Pourtant, c'est parmi les sociétés les plus sécuritaires et les plus pacifiques au monde. Donc, je pense pas que le fait qu'il y ait moins de films d'action ici, je crois pas que ce soit tant que ça
dû au fait qu'on est une société où il y a peu de violence. Je pense que c'est vraiment dû au fait que, comme tu dis, on n'arrive pas à s'imaginer un personnage québécois qui agit dans une situation de crise. Et comme le soulignait Amir tantôt, Amir, tu as parlé de Louis Cyr, puis Maurice Richard, tout ça, que là, oui, on est capable d'admettre qu'il y a des figures héroïques là, mais c'est parce que c'est des personnages qui ont existé. Donc, les gens sont forcés d'y croire parce que c'est arrivé pour vrai. Mais comme je disais, tu sais, par exemple, j'ai l'impression que ça prendrait une figure. Je donne un exemple parce que cette semaine, j'y pensais, parce que je pensais à l'entrevue. Je me dis, je vais poser la question à Matt parce que c'est intéressant. Puis je suis tombé, en fait, vous allez voir la pensée que j'ai eue là en même temps. C'est que je me disais, imaginez un film d'action qui se passe à Montréal, on va dire. Puis là, bon, on va dire, il y a des méchants, il y a des bons. Bon, il y a une team vraiment écœurante. Mais là, tu dis, bon, qui tu castes dans ta team d'héros, on va dire? Comme acteur? Surtout que Guillaume Lemaitre-Vierge, je n'ai pas vacciné. Tu dis, mettons, je sais pas, tu dis, bon, tu vas pas caster Rémi Gérard, tu vas pas caster... Tu vas pas caster nécessairement Michel Côté. C'est pas ce type d'héros-là que tu vas rechercher nécessairement. Encore que Michel Côté a fait des trucs qui s'approchaient de l'action. Il y avait de Père en flic, il y avait le dernier tunnel où il y avait des scènes qui étaient plus des scènes de combat. Non, mais je dis pas par incapacité ou quoi que ce soit. Je dis juste dans le genre, justement, pour essayer de voir comment le spectateur réagirait à ça. Puis je me disais, tu sais, il faut que tu aies quand même quelqu'un, encore une fois, comme s'il faut que la personne a existé dans un monde. Fait que je me disais, puis là, je suis tombé sur une entrevue avec, dans le fond, le podcast de Jay du Temple, qui a reçu Georges Saint-Pierre. Georges Saint-Pierre qui a pris sa retraite de la UFC. Et là, il se recycle dans l'acting. Il veut parce qu'il a joué dans des gros films américains, là, justement, de super-héros. Puis il aime beaucoup ça, l'acting, puis il se forme là-dedans. Puis là, je me disais, tu vois, ça, peut-être, ça serait une idée. Genre, tu dis, Georges Saint-Pierre, qui est un vrai combattant de la UFC, qui connaît son affaire, qui est vraiment shapé en plus, tout. Ça, je pense déjà, le monde y croirait plus. Après, c'est de bâtir l'histoire alentour. Fait que en plus, c'est une vedette, puis le monde l'aime bien. C'est ça. Quelque chose de cool. Fait que je donne une idée. Fait que les producteurs qui veulent faire ça, je prends ma cote. Mais non, mais tu sais, c'est pour une dire... nuance, par exemple, en un acteur qui joue dans un film d'action, genre Schwarzenegger, Stallone, c'était des acteurs. C'était pas tant des performeurs comme Norris, Van Damme qui avaient appris un art martial ou Steven Seagal. Fait que c'est sûr que dans le cas de Georges Saint-Pierre, il vraiment, l'intérêt, c'est vraiment de le voir aussi à l'écran se battre, là, veut pas. Ouais. Mais si tu prends comme tête d'affiche, c'est sûr que ça doit être quelqu'un aussi qui est comme, comment je pourrais dire, qui est un grand, je dirais pas un grand acteur, mais je veux dire, ça, il faut que ça soit quelqu'un qui est capable aussi d'avoir l'élément dramatique. Qui est important dans certaines scènes pour qu'on puisse embarquer, pas juste le côté se battre. Parce que Georges Saint-Pierre, je sais pas, je le verrais comme un personnage très important. Mais est-ce que je le verrais comme le premier rôle? J'ai rien contre, mais ça serait de voir l'histoire. Puis, mais ça serait super intéressant là, d'amener le milieu des cascades aussi au Québec. J'ai travaillé avec plusieurs cascadeurs et coordonnateurs de cascades sur X-Men Dark Phoenix en début de carrière. Belladon, je termine une maîtrise sur le film d'action, puis je travaille dans le département d'action. Le second unit avec toutes les explosions. C'est pas pire, ça. J'ai trippé avec... Un beau débouché. Vraiment, avec la... premier jour sur un tournage, c'était une explosion de Michael Bay. T'aurais juste pu dire Michael Bay, puis on aurait compris qu'il y avait une explosion quand même. Deuxième journée, c'était une poursuite dans les rues de René-Lévesque. Dans la rue boulevard René-Lévesque. Mais non, tout pour dire que j'ai adoré travailler avec le monde du milieu des cascades et je trouve que nos films ne leur permettent pas de travailler. Je ne veux pas, à part pour remplacer une doublure d'un acteur, d'une actrice, mais ce que je veux dire, c'est qu'on pourrait faire des films qui mettent à profit, dans le fond, toute cette expertise-là. Donc, aussi, c'est ça, c'est que au niveau c'est comme pour les effets spéciaux, hein? On est comme d'une drôle de situation où on a développé des expertises incroyables, entre autres grâce aux nombreux tournages américains qui viennent ici, mais nos propres films n'ont pas le budget pour se payer cette expertise-là. C'est quand même un drôle de paradoxe. Là. Mais rendu là, tu sais, oui, on n'a pas le budget, mais en même temps, même si on l'avait, j'ai l'impression que genre ils se font pas demander souvent là, pour des productions. Là. C'est pas... ce qui est difficile, c'est qu'il y a tellement... Il y a le niveau du contenu, le niveau genre de la vision du cinéma québécois, t'arrives avec un nouveau genre qui sort pas souvent, ça va tout le temps être des éléments qui vont apparaître, puis ça va être difficile de mener le projet à bout parce que faut que tu défriches comme Les Affamés,
est arrivé, puis c'est pas juste on analyse le film, c'est cool un film de zombies québécois. Non, c'est toute la question de genre autour, là, la sortie du film, puis c'est compliqué. Parce qu'à un moment donné, le film a défriché le terrain plus qu'il a été analysé comme étant un film, là, tu sais, c'est comme, on peut-tu juste faire un film et de laisser de côté le contexte pragmatique qui rend ça difficile, puis passer à d'autres choses, tu sais. Puis c'est ça que je trouve difficile, c'est que tu me dis, hey, tu ferais-tu un film d'action? Oui, mais c'est parce que, premièrement, on a un complexe avec le héros à l'écran. Peux-tu croire que les hommes forts, à part le sport, les grands de ce monde qui ont existé, les Louis Cyr, je veux dire, pourquoi on voit pas de bûcherons, de draveurs, de coureurs des bois, toutes ces figures-là, genre, qui existaient dans notre folklore, on n'a pas représenté aucune d'elles de façon récurrente à l'écran. On aurait pu en transformer. C'est des héros, c'est les pères fondateurs de notre du Québec d'antan. Sans vouloir juste parler des hommes, là, mais là, on parle de héros masculins. C'est juste que tu te dis, t'en as plein qui ont des figures super intéressantes. Donc, ce qui m'amène à me dire, moi, je verrais plus un combat entre un bûcheron et un loup-garou que un bûcheron et un anglais, là, tu sais. Tu tombes plus dans un côté social si tu amènes l'ennemi, c'est un anglais. Mais ça pourrait être intéressant. T'sais, un bûcheron québécois contre un méchant anglais. Là, mais encore là, tu tombes dans la rhétorique genre du Québec. C'est sûr que ça va être connoté, évidemment. Mais tu pourrais carrément y aller. Pourquoi on pourrait pas le faire? Pourquoi on pourrait pas construire la figure de l'anglais comme la figure ennemie dans un film d'action? Je veux dire, qu'est-ce qui nous empêcherait? Les Américains se gênent pas avec les Russes et les Chinois. C'est ça, là. Il y a une façon aussi de... Moi, ce que je trouve bien, c'est que ça serait pas blanc et noir, là. Ça serait... C'est rouge et bleu, mais... ce que je veux dire, c'est que ça serait pas juste un méchant qui est complètement méchant. Non, tu l'humanises, tu sais. Il y a des raisons pourquoi il agit comme ça, puis... en termes de film d'action, c'est sûr qu'il y aurait plus de nuances que le film d'action des années 80 américains. Ouais, ben ça, en termes de manque de nuances, des fois, ça y allait en tabarnouche. Je pense que c'est le manque de nuances qui peut nuire à l'image aussi de certains genres, principalement l'action et l'horreur. Là. Oui, c'est sûr. Ben, quoique l'horreur, c'est peut-être autre chose. Hein? L'horreur, c'est plus le côté immoral de représenter des actes de violence, tout ça, tandis que... Non, mais dans le cas de l'action, je suis définitivement d'accord avec toi que, ouais, souvent, c'est... Après, faut jamais mettre tous les films dans le même panier, mais assez souvent, on s'entend que c'est des films assez binaires, assez manichéens, le bien versus le mal, puis... Ben, c'est sûr que ça peut devenir redondant et simplificateur. Ben, c'est codifié. C'est vraiment codifié. C'est des... Ouais. Mais au final, moi, j'aimerais ça qu'on ait plus de héros québécois et d'héroïnes québécoises sur nos écrans. Là. Ça veut pas comment tu veux, en tant que peuple, aspirer à genre un héroïsme, à s'imaginer dans un autre univers si c'est difficile d'avoir un personnage qui est pas... drabe ou qui est comme genre il y a ce côté-là d'intériorité difficile puis qui est devenu cliché. Fait que là, on peut-tu juste trouver ça ludique? On peut-tu juste avoir du fun? S'imaginer dans un univers complètement inventé puis tu sais, il n'y a pas de répercussions d'analyse sociale trop poussée au final, tu sais. Bon. C'est un choix scénaristique finalement. C'est le scénario qui dicte. Mais oui. Mais je crois qu'on devrait... c'est ça. Je trouve que ça va dans la logique du documentaire L'Inquiétante Absence. C'est juste que l'action et la comédie, c'est des genres un peu plus réalistes qui ont besoin qui sont moins sortis de la réalité. Là. Si tu analyses l'action, tu vois que tu as comme un continuum de crédibilité que tu dis, OK... Ça se peut pas qu'une personne mange autant de coups puis réussisse à ne pas être blessée. Donc, tu sais que tu es en dehors du réalisme parce que... Oui, puis c'est sûr que si on parle de cinéma d'action des années 80, on s'entend qu'ils ont souvent comme traversé l'autre bord de la ligne. Comme, ah oui, j'ai un coup de 12 dans l'épaule, mais ça va, je vais continuer à me battre. Là, voyons. Mais c'est fou, quand tu regardes l'analyse du film d'action, tu fais... Des années 80, c'était des gens hyper musclés qui étaient très forts, mais qui se battaient de leur... oui, des armes, mais rien de spectacle. Rien de... Pas mettons, ils volaient pas dans les airs. Il n'y avait pas de super pouvoir. Puis là, tu arrives avec la Matrix dans les années 99. Là, tout d'un coup, tu amènes le côté science-fiction, mais ça a ouvert la porte aux super-héros. Fait que tu as passé du super-héros, mais du héros super puissant au super-héros aujourd'hui. Fait qu'il y a vraiment une analyse intéressante
de la figure héroïque à travers les âges. Et chaque pays a sa propre conception du héros. Donc, au final, c'est que nous, notre conception du héros n'est pas celle des Américains. Alors, il n'y a pas de raison pourquoi on fera un film comme les Américains. Et ça, ben, c'est ça qu'il faut dire. C'est ça que les gens ont peur de voir des films d'action qui vont être comme les Américains. Non! Tu peux faire une situation de crise à la québécoise. Ouais, créer notre propre imaginaire, finalement. Mais oui, c'est juste ça, notre propre c'est imaginaire. vraiment ça. Très bien dit, c'est beau. C'est beau, hein? Ah ouais. C'est beau, on sent l'énergie. Non, mais c'est tellement beau que tu vois, on est bouche bée. Ah oui, un moment de silence. C'est toi qui s'installe. Là, on est comme tous perdus dans nos réflexions. Et puis là, le monde nous regarde, trouve ça emmerdant. C'est le moment poétique. C'est tellement beau. Mais excellent. Puis là, quels sont un peu tes projets là, en ce moment au niveau d'Émergent Productions, je veux dire? OK. C'est sûr que la distribution du documentaire a occupé beaucoup. Est quand même un projet en soi. J'ai pas juste comme arrêté. Ouais, ce serait peut-être un bon moment d'ailleurs pour plugger s'il y a des gens qui veulent voir un peu notre travail, comment ils peuvent s'y prendre, parce que là, il y a différentes options sur la table. Dans le fond, le DVD est sorti et on peut le voir, on peut le posséder physiquement. C'est pour tous les collectionneurs qui veulent. Je veux dire, c'est super. Vous pouvez le trouver à la boutique. Il aurait pu dire acheter, mais il a dit posséder physiquement. C'est le plaisir physique d'avoir la copie. On va pas se le cacher. Donc, oui. Félix est fatigué aujourd'hui. Non. Voyons donc. Mais ça va. C'est un long... c'est le plaisir aussi spectatoriel. Tu veux pas des collectionneurs, ils veulent aller le chercher. Puis vous pouvez le faire à la boutique d'Horreur Québec en ligne. Donc, notre film est disponible. Et aussi à Film Fanatique, au marché aux Puces Saint-Michel. On salue Sébastien de Film Fanatique. Et Marc Boisclair. Et Marc Boisclair, bien sûr. D'Horreur Québec. Donc, c'est les deux grandes façons pour l'instant d'aller se le procurer. Avers, Chambouis et Renaud-Pré. Et dans le fond, ensuite, il y a Crave et Super Écran, si vous voulez le voir en ligne / à la télévision. Donc, c'est aussi une bonne opportunité de voir le film. Donc, pour l'instant, c'est ça. Je reviens à la distribution pour dire que j'aimerais ça ouvrir aussi à des grandes plateformes, à l'international, dans le fond. Voir... on avait essayé avec les festivals. C'est sûr que c'est un point de vue québécois, culture québécoise, mais moi, je suis persuadé que, dans le fond, le côté histoire du genre va plaire à d'autres pays, d'autres fans passionnés en Norvège ou en Chine, comme on a notre première en festival. Fait qu'on ne sait jamais, c'est juste que c'est ça, dans le fond, je regarde les différentes options au niveau de distribution du documentaire. Ensuite, pour ce qui est de production, c'est sûr que dans le fond, il y a Québec DNN qui est en cours. Je sais qu'on travaille depuis longtemps. Le COVID a frappé entre-temps, mais nous sommes à développer le projet pilote. Donc, pour présenter un peu comme on avait fait avec l'entrevue de Mario, pour présenter de quoi allait avoir l'air le documentaire. Même chose, on est en train de faire un court-métrage pour aller chercher des investisseurs et leur montrer qu'est-ce qu'on veut faire, comment on veut faire, l'esthétique, et de façon à aller chercher du financement privé pour faire le long-métrage. Donc, c'est un projet de longue haleine, puis on est en développement depuis 2020, donc c'est quelque chose qui bouge, et je me rends compte que c'est beaucoup plus lent que l'a été notre documentaire qui a été très rapide. Oui, c'est sûr. Écoute, déjà s'embarquer dans un film, parce que ceux qui n'ont pas suivi le projet, c'est quand même un film d'horreur collectif avec plusieurs équipes qui feraient chacun une petite histoire qui ensuite serait raboutée pour faire un long métrage. Déjà, ça demande beaucoup d'organisation, puis en plus... Pour tous les projets, pour tous les types de projets, mais encore plus, évidemment, pour le cinéma indépendant, c'est sûr que la pandémie, ça a mis un frein à beaucoup de choses qui se passaient. Là. Exactement. C'est une triste réalité. Mais je travaille de concert avec le producteur Marc Bertrand, qui est, dans le fond, très, je dirais, impliqué avec moi à faire évoluer ce projet-là. Steve Villeneuve avait contribué aussi, dans le fond, puis tous les côtés aussi que Steve amène au niveau de l'horreur, du côté de convention et de côté de collectionneur, puis c'est cet apport-là communautaire, je dirais. Donc, et aussi, bien sûr, avec Rémi, qui
Rémi Fréchette. Qui a créé l'univers, parce que je veux pas Québec d'Éden, suite non officielle de Montréal d'Éden, mais c'est plus une expansion de l'univers, comme j'aime l'appeler. Puis je trouve intéressant de bâtir des univers parce que c'est ça du cinéma de genre. Alors, la suite de Émergent Production, c'est vraiment de sauter dans la fiction. C'est le premier projet qui est arrivé et dans le fond, j'ai voulu... Je trouvais que c'était le projet qui avait du sens par la suite au documentaire. C'est-à-dire, documentaire, c'est un questionnement à travers lequel on a rencontré plusieurs personnes. Maintenant, on passe à l'action. On apporte un peu un élément de réponse au lieu d'une question, puis voici autant de passionnés, de gens qui se réunissent pour en faire, dans le meilleur des mondes, sans l'aide du gouvernement, des institutions, et de développer ainsi le réseau privé. Et c'est un projet de grande envergure. C'est très ambitieux. Très ambitieux. Ouais. C'est pourquoi je pense que ça ne sera pas en 2 ans. C'est un peu illusoire de penser que ça va se faire du jour au lendemain parce que c'est plus je me rends compte que plus on avance et plus c'est l'expérience qui rentre, je dirais. Donc là, vraiment, j'ai l'impression que ce qu'on a fait avec le documentaire, c'était vraiment rapide et que quand tu pars des nouveaux projets, tu arrives et tu fais « OK, ça peut être un long processus. » Fait que je dis pas que ça va se faire demain, mais moi, je tiens... Moi, je trouve que c'est la suite logique à L'Inquiétante d'absence. J'ai vraiment hâte, je le vois, là. Comme je le voyais avec L'Inquiétante d'absence, je le vois sur les écrans, là, puis j'ai le film dans ma tête. Donc, ouais. Ben, c'est cool. Ben, écoute, c'est sûr, c'est des beaux projets, c'est stimulant. Ouais, exact. Puis cool. Aussi, ce que donc, Émergent Production qui se dédie au genre, et j'ai hâte aussi d'arriver à un point où est-ce que je vais pouvoir créer un film et bâtir un héros. Là. C'est vraiment un des objectifs à long terme de la boîte. Sinon, d'un autre côté, je vais chercher bien sûr de l'expertise dans l'industrie. En tant que coordonnateur de production, directeur de production, j'aimerais bien aussi gravir des échelons pour vraiment voir... Ce que j'ai adoré dernièrement, c'est de voir comment tu produis un film à l'intérieur de la machine, vraiment voir comment tu peux appliquer toutes les techniques de production pour bien faire, pour être plus efficace. Donc, ça, c'est vrai. Ça, c'est en mon nom, c'est sûr que dans ma carrière. Donc, je trouve que ça me passionne, le côté production. Là, on en parlait justement, pourquoi être producteur. Ben, je me retrouve à travers une grosse production, à devoir gérer l'aspect administratif, et j'adore. Donc, ça en prend, hein? Fait que ça prend des gens organisés, ça prend des créatifs. C'est ça, faire du cinéma, ça prend du monde, ça prend toutes sortes de talents, finalement. Donc, on est content. On espère qu'Émergent va avoir plein de beaux projets dans les futures années. Puis, de toute façon, on va être les premiers au courant parce que les scoops, on les connaît tout le temps. On a souvent des primeurs. Oui, d'ailleurs, les gens peuvent aller voir, là, je le dis... Comme ça, là, les gens peuvent aller voir la page de L'Inquiétante Absence sur Facebook. On est sur Instagram aussi, émergentproduction.com, si je me rappelle bien, ton site web. D'ailleurs, on va mettre les liens, je crois. Hein? Tant qu'à faire, on va mettre les liens dans la description, comme ça va être plus simple pour tout le monde. On invite les gens à aller liker, partager, nous écrire, donner vos commentaires, c'est le fun, puis ça nous fait toujours plaisir. Fait que... sur cool. Ça, je pense que le mot de la fin. Je pense que ça fait une assez belle conclusion. Oui. Ouais. Ben Matt, merci vraiment d'être venu. C'était vraiment cool de jaser. Et puis, on te l'a déjà dit, mais on te redire bonne chance. Ouais, succès. Super. Fait que je reviens dans 5 ans avec la suite du documentaire. Excellent. Au moins, on est planifié d'avance. On peut déjà marquer dans le calendrier. Déjà, c'est comme, En tout cas, on va être prête. Super. Merci beaucoup, messieurs. C'est toujours un plaisir. Ça a été un plaisir depuis le jour 1 de travailler avec vous. Puis c'est toujours aussi le fun de jaser de cinéma. On se lâche jamais. Hein, non. Le jour où on sera lassé, ça va être triste. Merci, Matt. Merci beaucoup. Attention à vous. Ciao. Donc, nous voilà de retour. On vous avait promis des chroniques. Eh bien, comme on est des personnes qui tiennent leur parole, je cède la parole à Amir. Amir, sur quoi porte ta chronique cette semaine? Moi, en fait, cette semaine, c'est un souvenir de cégep. C'est un des premiers. En fait, c'est le premier Jim Jarmusch, que j'ai loué à la bibliothèque du cégep où j'allais.
Un film qu'on a trouvé comme ça, puis j'ai dit, ça a l'air cool, tu sais. C'est un film d'anthologie, donc Night on Earth, sorti en 1991. Un film que j'aime vraiment beaucoup. C'est un feel-good movie, en fait, pour moi. Si des fois vous cherchez des films le fun à regarder, puis surtout quand c'est anthologie, c'est pas juste une histoire, c'est plein d'histoires différentes qui n'ont pas nécessairement un gros lien ensemble. Fait que ça je trouve ça toujours le fun à voir parce que ça met à contribution plusieurs acteurs différents. Dans ce cas-là, Night on Earth, pour vous dire un peu c'est quoi, avant de vous parler du plan de la semaine, c'est ça. En fait, c'est 5 histoires qui se déroulent dans plein de pays différents, dans plein de villes différentes. Il y a 2 histoires aux États-Unis, donc une à Los Angeles, une à New York. Il y en a une à Paris, une à Rome et une à Helsinki en Finlande. Donc, c'est plein d'histoires qui se déroulent dans des taxis. Donc, c'est toujours en lien avec un taxi, donc un taxieur ou une taxieuse qui conduit, puis il embarque des clients, puis là, il se passe une aventure avec ça. Donc, c'est vraiment le fun, honnêtement, ce film-là, parce que c'est vraiment très jarmuschien. Ceux qui connaissent un peu son style, c'est très cool, atmosphérique, jazzy. C'est la musique de Tom Waits. C'est vraiment un feel-good movie pour moi. Vous allez voir le plan là, que j'ai choisi, là, je vous en parle sous peu. Donc, juste pour vous dire un peu les acteurs qui jouent, parce que c'est ça qui est le fun de ce film-là, c'est c'est un casting international. Donc, on retrouve Jenna Rawlings dans le premier segment. Jenna Rawlings qui se trouve à être... Jenna Rowlands, qui se trouve à être l'ancienne femme de John Cassavetes, donc grand réalisateur indépendant américain, qui est allé un peu justement à l'encontre du système hollywoodien. Lui, il faisait ses films à sa façon, puis ça donne un cinéaste quand même très, très riche et complet. Et puis... Jenna Rawlins joue dans le film. On a Roberto Benigni, qui évidemment, je vous laisse deviner, dans le segment de Rome. Et c'est le segment le plus hilarant du film. Je veux dire, Roberto Benigni est juste incroyable là-dedans. C'est terrible. Là. Il est tellement drôle. Je veux vraiment pas trop raconter les anthologies parce que je veux vraiment vous laisser découvrir le film parce que je veux que vous viviez à 100% le film sans savoir trop c'est quoi. Même le plan de la semaine, je vais juste vous décrire pourquoi je l'ai choisi, mais je veux pas rien raconter parce que c'est le fun de le découvrir. Et puis, on a vraiment, là, sérieux, une panoplie de c'est vraiment... Puis c'est le fun. Puis il y a des acteurs qu'on connaît moins aussi. Là. Il y a des acteurs, justement, un Allemand, parce que dans le deuxième segment, moi, que je trouve sûrement le plus drôle après Roberto Benigni, qui se passe à New York, c'est juste hilarant. C'est genre un Autrichien ou un Allemand. Puis il conduit un taxi, mais il vient d'immigrer aux États-Unis. Puis bref, ça va pas super son affaire. Puis c'est un gars qui va aller à Brooklyn. Fait que je vous laisse comme vous faire votre propre idée. Mais je vous le dis, c'est juste tellement puissant ce qui se passe dans ce segment-là. C'est pas croyable. Et puis évidemment, le segment à Helsinki avec des acteurs finlandais. Donc c'est ce que j'aime de ce film-là, c'est qu'on retrouve une panoplie d'acteurs et de créateurs de partout dans le monde. Puis ça fait, je trouve, la richesse de ce film-là. Excusez-moi. Et puis... comme je disais tantôt, moi, c'est un film que je recommande pour commencer avec Jim Jarmusch parce que Jim Jarmusch a quand même un style c'est du cinéma très lent. C'est un cinéma qui prend le temps. Donc, c'est pas nécessairement tout le monde qui triple là-dessus. Par contre, il y a une atmosphère et un feel-good chez Jarmusch. Puis comment il filme les lieux, l'architecture, c'est souvent des plans, des genres de travelling en voiture. Avec, disons, des villes, des genres de villes, des banlieues, des grandes villes. C'est ça, en fait, Night on Earth. C'est un road movie. C'est vraiment ça, sous forme d'anthologie, mais un road movie. Donc, il y a vraiment quelque chose de super cool. Puis le plan que je vais vous mettre ici, en fait, je trouve que c'est l'esthétique du film, c'est le bleuté de la nuit, parce que les histoires se déroulent pas mal en fin de journée ou dans la nuit. Fin de soirée, en fait, là, et la nuit. Donc, c'est vraiment le bleuté de la soirée, de la nuit, puis c'est les couleurs, tu sais. Puis ça, dans le fond, c'est un des plans du segment en Finlande. Donc, vous voyez un personnage qui est assis par terre dans la neige. C'est comme à l'aube le matin, à peut-être, je sais pas, 5h30 le matin. C'est très beau comment je trouve la shot est prise, puis vous voyez l'architecture avec les genres de maisons collées, puis la neige sur les voitures, puis avec les lampadaires au loin, tout ça, tu sais, les lumières au loin.
je trouve ce film-là, c'est comme si c'était quelque chose qu'on avait tous vécu, de proche ou de loin, dans le sens où qui a jamais vécu une nuit folle, genre à sortir d'un bar ou peu importe, de sortir d'un événement, de prendre un taxi, qui se passe de quoi de drôle, ou des anecdotes vraiment comiques, des fois qu'on vit dans notre quotidien. Puis moi, Night on Earth, je trouve que c'est ça, puis c'est vraiment que, évidemment, c'est poussé des fois à aller plus loin, mais c'est le fun, c'est drôle. D'ailleurs, c'est ça, dans un des segments, le segment à Paris, il y a Béatrice Dalle, notamment, qui joue dans le segment. Donc, c'est vraiment un chouette film que j'aime beaucoup. C'est pas un film qu'on entend souvent parler de Jim Jarmusch. On entend plus Broken Flowers, Only Lovers Left Alive. Je vais prendre ça en note, moi, parce que tu vois, le premier film de Jarmusch que j'avais vu, c'était Stranger Than Paradise, et j'avais trouvé ça tellement plate que j'ai plus revu vraiment de film de Jarmusch depuis. Donc, je vais prendre en note celui que tu dis. Peut-être que ça va me réconcilier. Oui, je suis pas mal certain, honnêtement, parce que, comme je dis, Jarmusch, c'est ça, c'est des films assez lents, tout ça, mais c'est très beau, très esthétique. Il y a quand même une forme de poème dans ces films. Intéressant. Puis, mais Night on Earth, c'est un des films d'anthologie que j'adore. Justement, à la Coffee and Cigarettes aussi, qui est un de ses bons films. Donc, c'est ça que j'ai choisi cette semaine. Donc, le plan que j'ai choisi, c'était vraiment pour l'esthétique du film. Puis, je trouve que ça faisait vraiment Jarmusch. C'est cool. C'est vraiment une atmosphère à voir, à filer comme film. Fait que voilà, je le recommande aux gens. Donc, Night on Earth, c'était ça ma chronique cette semaine. Bon, ben dans ce cas-là, je vais enchaîner sur la mienne. Moi, c'est la chronique anniversaire. Oui. Donc, de quoi est-ce que 2021 est l'anniversaire? Des loups-garous! Rituelle. Ben oui, 40e anniversaire de la série de films The Howling. Là, je vais pas parler de tous les films parce qu'il y en a quand même 8 et j'ai pas vu les 8 pour des raisons de santé mentale évidentes. Mais je vais vous parler des 3 premiers, en fait. Puis déjà, juste avec les 3 premiers, laissez-moi vous dire qu'il y a quand même de la matière. Là. Je vais essayer de couper aux bons endroits parce qu'il y a du croustillant. Il y a du croustillant, il y a du savoureux. Donc, 1981, c'est l'année où est sorti le premier film. C'est un des tout premiers films de Joe Dante, d'ailleurs. Joe Dante qui va devenir très, très célèbre pour Gremlins, pour d'autres films aussi, Small Soldiers, tout ça, c'est quand même... Mais avant, il avait quand même fait, en 76, il avait fait Piranha, par exemple. Il avait fait Piranha aussi, et c'est là que c'est intéressant parce qu'il commence dans le cinéma d'horreur, justement, avec Piranha et avec The Howling qui suit assez peu de temps après. Puis par après, il va prendre un tournant un peu plus familial, mais de manière générale, Joe Dante a encore la cote, l'appellation, le label, si j'ose dire, de cinéaste d'horreur. C'est vrai. D'un Master of Horror à l'américaine, un peu au même titre que Carpenter ou que sais-je. Mais pourtant, quand on regarde sa filmographie, il a fait assez peu de films d'horreur. Et moi, j'adore, en fait. J'adore The Howling. Le premier, je trouve que c'est un film absolument extraordinaire. C'est un projet que Joe Dante traînait depuis très longtemps et qui devait faire à la base avec la collaboration de Rick Baker. Et ce qui est drôle, c'est que Rick Baker s'est retrouvé engagé sur An American Werewolf in London, dont on avait parlé il n'y a pas longtemps avec François Lévesque quand on a fait notre entrevue. Un autre grand classique de loup-garou avec des effets spéciaux sublimes, une superbe transformation en loup-garou. Bon, on en a parlé, on peut référer à l'autre émission, les gens qui veulent en entendre parler un peu plus. Mais ça a donné lieu à un imbroglio assez drôle parce que Rick Baker, quand Joe Dante est venu le voir, il a été pogné pour lui dire « Ah, désolé, j'ai déjà dit oui à un autre film de loup-garou, j'ai pu tant travailler son truc. » Et là, Joe Dante, naturellement, était en furie. Il lui dit « Ah, mais tu m'avais dit que tu allais travailler avec moi, là, c'est pas correct. En plus, tu fais un autre film de loup-garou en même temps. Qu'est-ce que c'est que cette compétition déloyale? » Et puis Rick Baker, pour calmer le jeu, lui dit « Non, inquiète-toi pas. Je vais te donner mon assistant. Mon assistant, il va faire les effets spéciaux sur ton film. Puis je te dis, il n'est pas connu, c'est un petit jeune, mais il est bon. » Et l'assistant en question, c'était Rob Bottin. Rob Bottin se retrouve à faire son premier film où il est seul en charge des effets spéciaux et il va faire un travail extraordinaire. Ouais. Les séquences de transformation dans The Howling sont vraiment sublimes. En plus, Joe Dante s'amuse à jouer un peu avec les codes parce que le loup-garou chez Joe Dante ne se transforme plus qu'à la pleine lune, mais il se transforme un peu à n'importe quel moment. Quand donc il veut, là, les possibilités narratives deviennent intéressantes. Ouais. Donc, c'est un film qui va avoir un très, très grand succès. Je vous dis l'intrigue très rapidement. La personnage principal
Karen, c'est une journaliste à la télé qui se retrouve sur la piste, lancée sur la piste d'un tueur en série. Le film, ça commence, bon, c'est elle qui est supposée le rencontrer, tout ça, pour essayer d'avoir des informations, tout ça. Puis il a accepté de la rencontrer, elle. Donc, évidemment, elle est filée par des policiers, puis c'est dans une ambiance très, très tendue, tout ça. Puis finalement, va arriver le poteau rose où finalement, elle découvre que c'est un loup-garou, mais ça va créer un traumatisme chez elle qui fait qu'elle perd la mémoire, en fait, momentanément. Elle ne se rappelle plus tout à fait de ce qu'elle a vu. Puis avec son mari, elle va partir pour un endroit qui s'appelle la Colonie, qui est un psychiatre. Une retraite. Oui, exactement. Une retraite en forêt, tout ça, pour justement permettre à des gens qui ont vécu des traumatismes d'essayer de se rebâtir un peu. Et là, dans cette fameuse colonie, ben là, il va se passer toutes sortes de choses étranges, car les loups-garous, ils sont aussi. Et puis, c'est ça c'est ça l'histoire du film. Superbe film, vraiment très, très, très agréable, Ouais. que je trouve... Ce que je trouve intéressant, je trouve que c'est un film qui, étonnamment, sort en 81, juste après la grande période du cinéma américain, grande période du New Hollywood. Je trouve que le film a gardé un côté très New Hollywood, moi, parce que je vais pas tout donner les détails pour pas gâcher le plaisir de ceux qui le verraient, mais comme j'ai déjà dit, il y a beaucoup de jeux sur les codes, il y a beaucoup de références à d'autres films, tout ça. Le New Hollywood, c'est toujours un cinéma un peu iconoclaste, tout ça, qui reprend des thèmes du cinéma classique hollywoodien, mais qui les déforme pour aller vers des choses complètement différentes. Il y a aussi une critique des médias, je trouve, dans ce film-là, qui est assez savoureuse à la fin. Notamment, c'est ça, la fin du film est géniale, moi, je trouve. C'est cool de voir ça dans un film d'horreur de ce genre-là, tu sais. C'est un film qui a une certaine dose d'autodérision aussi. Là. C'est tout ça qui fait que c'est un film vraiment savoureux. Et aussi la musique de Pino Donaggio, hein, qui est grand compositeur, qui était entre autres fait Scarface, mais pas que. Là, il en a fait plein d'autres. Scarface version De Palma. C'est lui qui a fait aussi la musique du film Don't Look Now de Nicolas Roeg, qu'on adore. Oui, c'est vrai. Ah bah oui, un chef-d'œuvre extraordinaire. Mais malheureusement, on n'a pas le temps trop de dévier là-dessus, mais oui, c'est sûr que ça ne gâte pas le plaisir d'avoir Pino Donaggio qui fait la musique. Ouais. Et puis, mais là, devant le grand succès que le film a obtenu, parce que malgré la compétition en American Werewolf in London, malgré tout, les deux films ont bien marché, donc au final, tout le monde est content. Ouais. Il n'y a pas de laisser pour compte dans cette histoire. Sauf que qu'est-ce qui arrive dans le cinéma d'horreur, Amir? Et vous, le public, qu'est-ce qui arrive dans le cinéma d'horreur quand il y a un succès? Des suites, des sequels. Et des suites, et encore d'autres suites. Et là, on arrive au deuxième The Howling. Déjà, setup complètement différent. Et pourtant, le film se veut une suite directe du premier. Ça veut... qu'est-ce qui arrive après la fin du premier? C'est quoi la suite? Déjà, la façon que c'est fait, c'est un peu chambranlant. Il y a des trucs il y a des incohérences. C'est une suite officielle, mais disons, qui aurait peut-être pu être un petit peu plus travaillée, disons. Mais c'est pas du tout la même équipe qui le fait. Le réalisateur, c'est un dénommé Philippe Mora, qui à la base est un Français, mais qui a grandi en Australie, puis qui n'avait pas fait de films vraiment... pas fait d'autres films très, très, très connus en dehors de ça. C'est lui qui se retrouve à la barre de ça. Et là, comme je dis, on est dans un style complètement différent. Là, tout ce qui était justement le côté autodérision, le côté autoréférentiel, le côté New Hollywood, finalement, dont je parlais, ça, on n'est plus du tout là-dedans. On est vraiment dans... on redécouvre le gothique, en fait. Parce que... Les personnages principaux, vont devoir lutter contre les méchants loups-garous. Et qu'est-ce qu'on fait quand on doit lutter contre les méchants loups-garous? Évidemment, il y a Christopher Lee qui se pointe. Christopher Lee qui joue le rôle d'un spécialiste de l'occulte qui dit « We will fight the werewolf ». Écoute, j'ai pas vu le film, mais il faut que je le voie. Là. J'ai pas le choix. C'est parce que là, et évidemment, il les emmène où? Il les emmène en Transylvanie, bien sûr. Donc, tout le film a ce côté-là assez agréable où ce que là, vraiment, on retrouve toutes ces espèces de côtés-là, le gothique, les vieilles forêts, les effets qui sont beaucoup plus cheesy que dans le premier film, toute une espèce les caps, tout ça. On est vraiment comme... on y va all-in, et ça fait que le film, malgré tout,
malgré son côté un peu incohérent et un peu tout croche, bon, Christopher Lee est très bon, mais le reste du casting, des fois, laisse-moi dire que c'est assez à l'avenant. En plus de ça, il y a un côté série Z dans le film qui est vraiment assumé, des espèces de tenues BDSM, des scènes de sexe de loup-garou. Et là, wow, non, hey. mais là, mais on est... Après ma barre, c'est choquant quand même, parce que Chris, qu'est-ce qui s'est passé? Chris, qu'est-ce qui s'est passé? Si tu as besoin d'argent, dis-le nous. Mon pauvre Christopher Lee, je veux dire, si tu as besoin d'argent, tu as besoin d'argent à payer les factures, demande à tes fans. Ramasse-toi pas à faire des films de baisse de loup-garou à ton âge quand même. C'est triste. Non, mais moi, ça m'a marqué quand même. J'avais besoin d'en parler. Mais bref, mais le film, malgré tout, réussit à avoir un visuel un peu unique. Puis avec, je pense que c'est le fait que peut-être le côté un peu fauché, tout ça, fait qu'il y a toujours un espèce de montage en récurrence, tout ça. Il remet souvent des scènes qu'on a vues avant, puis ça crée un espèce de look visuel vraiment unique avec un genre de musique rock, années 80, guitare, piano et compagnie, là, qui crée des certaines dissonances cognitives, là, mais quand même, c'est un film qui mérite. Mais là, je dois malheureusement descendre d'un cran. Parce qu'il n'y a pas le choix de parler de la trilogie. Tu sais, la dernière, ouais, c'est ça. Je dois arriver à la dernière marche de l'escalier avant de m'arrêter pour, comme je vous disais tout à l'heure, pour ne pas nuire aux santé mentale des gens. Mais il y a un Howling 3 après qui vient, encore réalisé par Philippe Mora, mais complètement différent celui-là, parce que ça se passe en Australie, où là, on a des espèces de kangourous, des loups-garous kangourous, en fait, qui ont des poches ventrales qui transportent leur progéniture dedans. Mais là, on est dans le fauché pour vrai. Là, on est dans le cheapo bon Z, là. Intégral. Non, mais c'est dommage parce que tu regardes ce film-là, de prime abord, il y a comme... Tu sens que c'est un film qui avait certaines idées comparativement au deuxième, parce qu'il y a tout un espèce de sous-texte un peu écologiste avec un personnage de professeur d'université qui, lui, est comme dans une optique de dire « Ah, mais les loups-garous, c'est une autre espèce, c'est pas forcément eux les méchants. » Puis là, il y a toute l'armée, la police qui se mêle de ça. Puis t'as tout ce côté-là qu'ils amènent que tu dis « OK, ça a le mérite d'amener la saga ailleurs. » Mais d'un autre côté, visuellement, c'est tellement drabe. C'est comme... Tu peux pas embarquer à 100%. Là. Avec quoi vous avez shooté ça, les gars? Avec une mini DV, puis le budget costume, a été... on vous êtes allé faire du magasinage au Dollarama, là, c'est vraiment ça. Là, comparativement à l'autre film qui, à défaut d'avoir quelque chose d'intéressant à dire, au moins avait un visuel unique. Le troisième, lui, essaie de nous dire des choses, mais l'absence totale de créativité au niveau de la photographie, au niveau des effets spéciaux, au niveau de la direction artistique, fait en sorte que ça tombe à plat complètement. Et puis, c'est ce que j'avais à dire sur The Howling. Bon, ben en tout cas, voyez le premier, ça c'est certain. Le premier est un grand classique, mais si vous voulez, de toute façon, les vrais fans, ils vont se taper les 8 films. Ils vont se taper la saga complète, pas le choix. Moi, un jour, je vais le faire, mais... Je sais à quoi m'attendre. À ce moment-là, moi, j'aurais prévenu les gens. Hein, j'aurais fait mon travail. Voilà, exactement. Je pense que ça vient clore l'émission. That's it. Donc, je te laisse le dernier mot. Oui, écoutez, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Abonnez-vous à la chaîne, likez, commentez, partagez. Et puis, on vous dit à la prochaine. Ouais, à la prochaine. Merci beaucoup.